Vous n'avez pas fait que politique, vous avez parlé d'économie, donc nous ne vous tiendrons pas rigueur d'avoir glissé subrepticement à la politique, puisque vous êtes candidat à la présidentielle. Moi, je retiendrai trois principales idées. La première, c'est la manipulation de nos statistiques. La deuxième, c'est l'aspect dolosif du plan Sénégal émergent. Et la troisième, pour moi, c'est le dernier point, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut une alternative, non plus même une alternance, mais une alternative crédible. Donc, ce sont les idées, en tout cas moi, que j'ai retenues de cet exposé qui a été brillant, fait en langage simple, parce que l'économie quand même a un langage parfois sibyllin pour nous, les non-initiés. Fort heureusement, vous avez pu adapter ce discours à celui de l'entendement d'un public de premier rang. Donc, merci pour cet exposé. Maintenant, nous allons procéder à un échange avec le public, si vous le voulez bien. Et je me ferai le plaisir de jouer aux gendarmes du temps, chers amis. Donc, être modérateur, c'est ça aussi. Ça a un avantage et ça a aussi un handicap. Je vous demanderai de faire court pour que le maximum puisse échanger avec monsieur le conférencier et qu'on, tout un chacun, on puisse tirer le plus grand bénéfice de ces échanges. Quand je dis tout un chacun, j'entends bien le Sénégal, quoi, parce que nous sommes là pour le Sénégal, pour échanger de sujets concernant le pays. Chacun a sa sensibilité, cela va sans dire. Mais la démocratie, c'est un échange interactif entre des gens d'opinions diverses. Donc, nous allons ouvrir une liste pour tous ceux qui souhaitent interpeller Monsieur le Premier ministre pour ce qu'il a entendu ou qui voudrait qu'il revienne sur un aspect. Bon, vous aurez le loisir, en tout cas, de l'interpeller. Mais je vous demanderai simplement d'être succinct, d'aller go straight to the point, voilà, parler du sujet et éviter de faire de la littérature comme nous aimons le faire à chaque fois que nous nous rencontrons dans de pareilles occasions. Voilà. Net et succinct pour tout individu sérieux. Il est vrai qu'il n'y a pas de statistiques, on le dit souvent dans les pays africains. Ce sont des statistiques qui sont souvent, comment dire encore, traficoter, tout simplement dans l'intérêt d'un gouvernement, et cela n'arrange pas la situation. D'où l'intérêt, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, et comme l'a dit le monsieur de Golder, d'une alternance ou d'une alternative réelle. J'allais dire, comme mon ami feu monsieur, comment dire encore, Sow, l'éléphant qui est décédé, qu'il parle de rupture de parti de gouvernement unique au Sénégal, tout simplement pour éviter effectivement ces travers. Je voudrais tout simplement noter que vous avez oublié dans la reconstitution du Sénégal différents aspects. Je pense à l'environnement succinct. Souvent on dit que l'avenir du monde est en Afrique. C'est faux. Je l'ai toujours dit, c'est faux. Avec effectivement les pesticides, l'ignorance, tout envahit l'Afrique. Et donc, vous l'avez si bien dit, il faut qu'on travaille effectivement à éduquer le peuple pour que le peuple puisse résister et dire non à toutes les invasions au Sénégal, en Afrique, en général. L'autre chose, c'est tout simplement la gestion. J'ai beaucoup travaillé, quand j'ai su que vous veniez, sur votre ouvrage Servir, qui disait tout simplement qu'il faut travailler sur les antivaleurs. Le Sénégal marche avec des antivaleurs. Et des gens comme Felwine, des intellectuels comme Felwine sont en train de tromper le peuple sénégalais avec des utopies fonctionnelles, mais qui ne disent pas en réalité qu'il faut travailler sur les antivaleurs. Les valeurs, Hassan Silla, j'ai le bouquin d'Hassan Silla ici, qui parle du job, du persa, du travail, vous l'avez si bien dit monsieur, qui sont absents effectivement du peuple sénégalais. Il y a une paresse sénégalaise, alors que nous avons beaucoup d'intellectuels au Sénégal capables de sortir le Sénégal de la nébuleuse. Vous avez oublié aussi le problème du solaire, qui est quelque chose d'extrêmement important. J'ai vécu en Polynésie, à Haïti, où c'est le solaire qui fonctionne. Le solaire va sauver le Sénégal.
comment dire encore, la justice sociale, tout ce que vous avez dit, je trouve que c'est vraiment pertinent. Monsieur le gardien du temps, je finis là-dessus. C'est tout simplement de travailler sur l'éducation, la santé, lutter contre la paresse, mais aussi, et là, je vais choquer beaucoup de gens, sur les relations avec les confréries au Sénégal et la natalité. Vous avez souvent l'habitude d'oublier ce fait. J'ai en fait une question très simple. Est-ce que, actuellement, après avoir écouté votre conférence, est-ce qu'au moment où nous sommes, vous n'avez pas le regret d'avoir travaillé avec Macky Sall? Est-ce que ce n'était pas une erreur de choix, selon vous? Vous avez une petite anecdote à nous dire. Et en même temps, en tant que banquier, si l'État du Sénégal vient demander un crédit, est-ce que vous serez, vous, capable d'accepter l'offre préalable de crédit présentée par le Sénégal, vu la présentation que vous venez de faire de l'état économique du Sénégal? Pour vous, le PSE doit être recadré quand vous arrivez aux responsabilités, bien sûr, ou vous allez l'abandonner complètement pour maintenir l'économie réelle du pays. Parce que le PSE, vu les financiers mondiaux qu'on ne va pas les citer, ce n'est rien d'autre qu'une garantie bancaire. Mais une telle garantie bancaire hypothèque notre économie. Il n'est plus question de dire pays sous-développé ou pays en voie de développement. Mais c'est le terme émergence qui est retenu. Je vous remercie. Merci. Président de la Maison internationale des transports de France. Je voudrais faire un témoignage. Si le Premier ministre Abdoulaye va me poser cette question, si vous permettez. En 2 minutes. Très bien. Multipliez par deux. Je vais être le président de la Maison internationale des transports, qui regroupe à la fois les taxis parisiens, les taxis de France, RR, SNCF, j'en passe. Le milieu bi devant le répertoire des Sénégalais. Le milieu bi gis ne Sénégal yëpp kenn amul suñu licence et à cette époque les licences nous épargnent seen xaalis tous les ans ñu récolter des miettes des millions de récoltes. nga nangul ma loolu accordé na ay crédit surtout bu baax ñoom ñu dem ubbi ay compte seen ñu fay accord yi pour mën a nekk tey des artisans loolu yaa ko def rek moo tax ma di ko wax. ñu ngi si gërëm bu baax te boobu rien ne laisse dire que dina dama ci premier ministre ba ngeen nekk candidat à l'élection du président de la République kon nag li ñu defoon a diaspora bi xam ne ko moo tax tey ñu ñëw. sama question nag mooy Sénégal tey dañu am koom-koom muy pétrole muy gaz muy sikom muy leneen te y a un grand scientifique africain sénégalais bu ñu woowee Cheikh Anta Diop moo ne woon la sécurité précède le développement parce que tey boo amee koom-koom te amoo lu la ko aaral ñun ñu fa la neex li ñuy jógee ñëw di ko jël te doo si mën dara ba nu laal nag si sa programme yan jëmtukaay ak matukaay ñuy jël pour mën a aar koom-koom boobu nga xamante ne yàlla génne na ko si Sénégal parce que aussi y a aussi xam nañ tey Sénégal day defal partout de nulle part ñu duñu xamal seen bopp ñuy guidee bëggoon naa aussi le juriste que vous êtes ñu wax na loolu aussi la sax très bien et une dernière fois on a la ko dernière question bi tomb bu tuuti la jërëjëf si jeune maanaam mooy est-ce que tey le panafricanisme n'est pas une invariante ndaxte tey est-ce qu'il ne faut pas revenir aux fondamentaux c'est-à-dire que de l'unité africaine boo jëlee Sénégal ak les pays limitrophes mag ñu sax 50 millions de ñoom lan lañ mën a def et noonu lan moo siy saxalaat tamit si loolu ñu leen ci sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah. Oui, on m'entend? Oui, donc j'aimerais que vous me donniez votre avis sur une éventuelle sortie du Sénégal de cette monnaie coloniale. Et plus précisément, ce que vous pensez, vous, et du pacte colonial entre la France et ses anciennes colonies. Voilà. Bien évidemment, mon discours ne pouvait qu'être très synthétique, avec beaucoup d'oubli. Je ne sais pas si vous avez suivi le congrès extraordinaire du parti, mais j'ai dû parler pendant
2h15 pour présenter l'essentiel. Donc, je n'allais pas vous soumettre à un tel supplice aujourd'hui. Il y a évidemment des points sur lesquels j'ai été obligé de passer vite, ou peut-être même de ne pas les évoquer. Mais d'une manière générale, M. Sissoko fait plutôt des contributions. Je vais quand même indiquer que dans notre programme, nous faisons beaucoup de place au solaire, parce que toujours dans cette démarche qui privilégie l'inclusion par l'accès aux services essentiels, figure évidemment le recours, l'usage, la possibilité de pouvoir être abonné en électricité. Et pour ce faire, au vu du caractère disparate et dispersé de l'habitat sénégalais, il est évident que le solaire doit jouer un rôle particulièrement important. Vous savez, j'ai consacré beaucoup de temps à des tournées à travers le territoire. Et quand j'étais aux affaires, j'avoue que je n'avais pas beaucoup prêté attention au fonctionnement de l'ASER, l'agence qui est en charge de développer l'électricité au niveau rural. Eh bien, j'ai visité des villages où il y avait des investissements énormes avec des poteaux, des lampadaires, des groupes électrogènes qui n'avaient jamais fonctionné. Vous avez deux problèmes avec des solutions pareilles. Un, quand il y a une panne, il est impossible de réparer. Deux, parfois, rien qu'aller chercher le gasoil et le mettre dans le groupe, c'est quelque chose de terrible et d'extrêmement difficile. Mais ce sont des programmes qui ont coûté des dizaines et des dizaines de milliards. Et encore une fois, quand vous ne mettez pas comme objectif principal l'objectif, le souci de résoudre le problème, quand vous avez comme objectif principal la grosse enveloppe, le gros projet, avec ses retombées dessous la table, etc., ça aboutit à des gaspillages comme celui auquel on constate. Mais le rôle du solaire, il est accepté, il est reconnu comme indispensable dans le cadre de notre programme. Bon, tout ce que vous avez dit, vraiment, je n'ai... Est-ce une erreur que d'avoir accepté de travailler avec le président Macky Sall? Est-ce que j'ai des regrets? Non, pas du tout. J'étais non pas au service de M. Macky Sall, j'étais au service de mon pays et j'étais au service d'un programme en lequel j'ai cru. Je suis allé vers le président Macky Sall pendant qu'il était candidat parce que je considérais que le programme dont il était porteur et qu'il avait baptisé Yonou Yokote était un bon programme pour le Sénégal. J'ai eu à le préciser tout à l'heure, je n'étais pas non plus contre le PSE. Il a été établi avec mon concours. Je partage ses objectifs, je partage sa vision. Et le problème, et cela aussi nous l'avons dit à l'occasion du congrès extraordinaire de notre parti, le problème, ce n'est pas seulement un programme de qualité, c'est la volonté de le mettre en œuvre. J'ai consacré 17 mois, et d'ailleurs Sissoko peut en témoigner puisqu'il a lu le livre Servir, à la réalisation du programme Yonou Yokote, à la réalisation d'un programme en lequel je croyais, peut-être encore davantage que l'inspirateur de ce programme. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je n'ai aucun regret. J'ai travaillé pour mon pays et en plus, ça m'a permis de mieux comprendre pourquoi le Sénégal était en défaut de croissance économique. Mais si on passe notre temps à... J'ai indiqué tout à l'heure en début, en réponse au modérateur, qu'il était difficile de parler d'économie sans parler de politique économique et donc de gouvernance. Mais si nous restons dans le choix de gouvernants qui font de la politique pour s'enrichir, dans le meilleur des cas parfois
pour obtenir des responsabilités, avoir plusieurs motards devant ou des limousines Mercedes qui coûtent 1 milliard de francs CFA, souvent des avions, etc. Ça, c'est d'ailleurs bon à prendre par rapport au gaspillage de ressources auquel on peut assister de l'autre côté, mais tant que nous serons dans cette démarche de choix de gouvernants, au bout du compte, il y aura l'échec. Et avant le programme aujourd'hui, il est important de pouvoir identifier parmi ceux qui les portent, parmi les hommes et les femmes politiques qui portent des programmes, disons, leur sincérité, le sens qu'ils donnent aux valeurs, c'est ce qu'on le disait, le sens qu'ils donnent wax jëf plutôt que wax waxeet. Avant le programme, avant l'économie, il y a cette honnêteté du politique qui devient indispensable. Donc vraiment, aucun regret. J'ai travaillé pour mon pays, j'ai travaillé dans le cadre d'un projet, et c'est important de le dire, j'ai été totalement loyal, parce que je n'ai jamais essayé d'appliquer des démarches ou des programmatiques qui relevaient de ma propre invention. Je suis resté fidèle au projet parce que je suis légaliste, et un Premier ministre au Sénégal, dans le cadre de la Constitution, il exécute une politique définie par le chef de l'État. Membre de bureau présidentiel, hein, donc je suis désolé, mais je ne porterai pas une appréciation sur les compétences techniques du président Macky Sall, mais par contre, sur son attitude politique, sur sa méthode de gouvernance, là, je porte une appréciation parce qu'elle est visible. Je ne pense pas qu'il se soit trouvé, je crois... En fait, c'est une question de priorité. Vous pouvez commencer et décider de remettre en état la situation économique du Sénégal, et surtout la situation financière. Pour ce faire, vous avez besoin d'un Premier ministre qui rassure les banquiers, les partenaires techniques, qui a un peu de connaissances en économie, qui a fait quelques preuves. Bon, et vous choisissez Abdoul. Il répare un peu avec un autre banquier qui s'appelle Amadou Kane, qui est ministre des Finances. Alors vous dites, ah maintenant, ça va, c'est un peu plus dur. On va maintenant développer notre vrai projet, qui est un projet politique, et on met fin à la mission du Premier ministre, et on fait venir quelqu'un d'autre qui est plus politique. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est, je crois, comme ça que ça s'est passé. Mais apprécions plutôt cette démarche qui a consisté, à un moment donné, à mettre l'accent sur le politique par souci de pouvoir être réélu. Et à ce moment-là, ce que j'ai constaté en tant qu'observateur, c'est que vous mettez devant le souci d'être élu, vous êtes dans un pays comme le Sénégal, vous avez besoin de mettre en place, de retourner au système de politique, le système politique d'achat de conscience. Pour acheter des consciences, il faut des moyens. Pour avoir des moyens, il faut entrer dans un système de corruption, etc., etc. Et vous êtes pris dans un engrenage dont vous ne pouvez plus sortir. Et peut-être parfois d'ailleurs que vous retrouvez les prairies auxquelles vous êtes habitués. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je prêterai au Sénégal? Ça dépend hein, de la nature du prêt. Ça dépend de la nature du prêt. Si vous avez un prêt structuré, comme on le dit, avec main mise sur des retours bien identifiés, etc., il n'y a pas de problème. Mais très sincèrement, faire des avances budgétaires comme ça au Sénégal, ça, je n'aurais pas pris ce risque-là. Alors, le PSE est-il à poursuivre? Oui, je crois que c'est apparu dans mon exposé. Le PSE, c'est un bon projet, c'est un bon plan, c'est un bon programme. Mais encore faut-il qu'il y ait, pour le mettre en œuvre, une volonté politique ferme. Aujourd'hui, entre nous, ils se rendent compte de l'échec. 5 années, c'est un échec. Donc, ils parlent de phase 2, qui vont présenter comme une continuité. Mais ce n'est pas une continuité, c'est une rupture. Moi, je les attends, hein, j'attends le nouveau PSE, disons, phase 2.
ils sont obligés de recommencer autre chose parce qu'ils n'ont pas été en mesure de mettre en œuvre ce PSE dans sa phase première. Alors, Ousmane Diop li may jiital mooy sant la ndax dëgg la mënoon nga bañ a wax li nga wax. Concernant la sécurité, li nga ci wax it am na solo te ci suñu biir programme jàpp nañu itam mën a taxaw ba lépp loo xam ne li mi ngi jëm ci kaaraange mu bañ a doon nga jiital xeex opposition ndax tey boo ko seetee ba seet matériel bu ñu jënd recrutement ñu def ñu ngi xalaat naka la ñuy duma opposition te seen gaz lacrymogène yi sàpp la def loolu man bu ma la ko waxee nga war ma gëm jot na ndegem am na loo xam ne gis nañ ko ca géej te waroon nañ ci jóg sax teel a jóg ndax suñu jën yi itam am na loo xam ne Mauritanie am na ko muy garde-côte yu am maanaa ñun amuñu ko kon war nañu renforcer suñu marine war na renforcer suñu armée. Toutes les forces de sécurité du Sénégal doivent être renforcées dans le sens de nouveaux enjeux sécuritaires et de protection de nos ressources naturelles là où elles se trouvent. Ça c'est important. Ah là, Madame Ndiaye, Mademoiselle Ndiaye, Ouaïda Ndiaye pose. Là, vous ouvrez un débat qui peut nous prendre tout l'après-midi. En plus, vous posez cette question à un ancien de la Banque centrale, tu le rappelais tout à l'heure, Aguibou. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'une monnaie coloniale? Grosse question. Le franc CFA est une monnaie qui a cours légal dans 8 pays d'Afrique. Le franc CFA n'a pas cours légal dans une métropole. Non, ça dépend du CFA. Je parle de la communauté financière africaine. Le franc CFA de l'Afrique centrale, c'est un autre CFA, c'est la coopération financière africaine. Mais parlons du CFA qui nous intéresse, celui du Sénégal. C'est une monnaie africaine. Elle a cours dans des pays africains. C'est une monnaie sénégalaise, mais vous avez entendu, j'ai dit monnaie africaine. Parce que notre ami Ousmane Diop a fait allusion au panafricanisme. C'est une monnaie qui a cours dans 8 pays d'Afrique. Donc elle est africaine, au-delà même d'être strictement sénégalaise. C'est une monnaie qui a rendu des services. C'est une monnaie qui a quand même des acquis. La preuve, le franc CFA circule en Mauritanie, le franc CFA circule en Gambie, le franc CFA circule au Ghana, et au Sénégal, chers compatriotes, je ne pense pas que vous puissiez réaliser facilement des transactions avec l'Ouguiya ou le Dalassi. Donc, c'est une monnaie qui a quand même quelques qualités. Évitons l'aventure. La monnaie, c'est quelque chose de très délicat. Par contre, c'est une monnaie qui n'est pas exempte de critiques. Personnellement, je considère que c'est une monnaie trop rigide. Elle est rigide par son taux de change. Être arrimé totalement à une monnaie étrangère, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Parce que vous avez une monnaie dont la valeur ne varie pas en fonction de vos propres fondamentaux, mais en fonction de fondamentaux externes. Alors parlons de dépendance plutôt que de coloniale. C'est une monnaie qui, par son taux de change, dépend de conditions externes et non pas de conditions internes. Alors,
les vrais économistes vont me dire, oui, mais une monnaie dépend aussi de conditions externes. Ce qui est juste. Mais pourquoi seulement de l'euro? Plusieurs pays ont fait le choix d'arrimer leur monnaie à un panier de devises en fonction de la structure de leur commerce extérieur. C'est sans doute une voie importante, parce qu'un taux de change rigide, dépendant de circonstances externes à l'économie ou aux économies concernées, par cette monnaie, ça pose un problème. Donc il y a des évolutions à négocier, des évolutions à obtenir, qui portent peut-être d'ailleurs déjà sur la dénomination. Parce que la monnaie a plusieurs aspects. Elle a un aspect purement technique, mais là, manifestement, quand on entend certaines critiques, il y a aussi un aspect émotif, subjectif, dont il faut tenir compte. Ça pose problème. CFA, c'est vrai, aujourd'hui c'est Communauté financière africaine, avant c'était Colonie française d'Afrique. Je ne sais pas si je dois le révéler ici, mais moi je serais pour qu'on appelle notre monnaie le CFA. S-E-F-A. Comme ça tout le monde est d'accord, il n'y a pas de perturbation majeure, et on a une monnaie qui s'appelle CFA. Voilà, le pays dit CFA, sans CFA, ce problème est réglé. Donc, le problème de la dénomination, il faut le poser parce qu'il y a de l'émotion. J'ai évoqué tout à l'heure le problème du taux de change. Lui aussi, ça c'est un argument économique par contre, il faut y réfléchir, il faut remettre ça en question. Est-ce qu'on fait le choix d'une monnaie convertible ou est-ce qu'on fait le choix d'une monnaie qui l'est moins? Je pense que les opérateurs économiques du Sénégal, les investisseurs au Sénégal, souhaiteraient rester dans le cadre d'une monnaie convertible. Dès lors qu'elle est convertible, il faut se protéger, quel que soit le taux de change qui aura été retenu, contre une possibilité, celle d'un jour où il n'y a plus de devise et où vous ne pouvez plus assurer la convertibilité de votre monnaie. Et c'est arrivé. C'est arrivé au franc CFA à la fin des années 80, au début des années 90, et c'est ça qui avait motivé cette fameuse dévaluation de 1994. Donc il faut se protéger contre la possibilité d'indisponibilité de devises pour permettre la poursuite de la convertibilité de la monnaie. Du CFA, je ne dis plus le franc CFA, du CFA. Comment? Aujourd'hui, un cadre existe. Le Trésor français met à la disposition de la Banque centrale des devises si jamais elle n'en a plus. Si jamais elle n'en avait plus. C'est une garantie de convertibilité. Mais une garantie de convertibilité va également avec une contrepartie. Quand vous venez chez un banquier, que vous lui demandez un découvert possible, je verse mon argent chez vous, je vais vous demander de me laisser passer quelques chèques si jamais ils arrivent sans qu'il n'y ait de provision. Le banquier peut vous l'accepter, mais il vous dit tout de suite, la condition c'est que votre chiffre d'affaires, vous le mettiez dans votre compte. C'est ce qui se passe avec le Trésor français. Il dit, si vous avez besoin de découvert, donc de devises, parce que vous n'en avez plus, je mets à votre disposition un découvert. Et vous pouvez tirer. Par contre, en attendant, domiciliez chez moi vos recettes, ce que vous avez comme devise. Et c'est ce que fait la Banque centrale. Au début, c'était 100%, maintenant c'est 50% du chiffre, appelons ça chiffre d'affaires. Toutes les devises que la Banque centrale engrange, à 50%, vont au Trésor, dans le compte du Trésor français.
Mais il faut savoir que la Banque centrale a une trentaine de comptes au niveau de l'ensemble du monde. Hein. Mais 50% sont domiciliés auprès du Trésor français dans le cadre de la contrepartie de la garantie obtenue sous forme de découvert. Mais tout ça, c'est négociable. C'est négociable. Vous pouvez dire, ma convertibilité, ma parité, je vais la décider en fonction d'un panier de devises. Exit la référence absolue à l'euro. Vous pouvez dire, donc c'est sujet de discussion et de débat, vous pouvez dire, je conserve, disons, une convertibilité à tout moment. Pour l'instant, c'est le Trésor français. Bon, pourquoi pas le Japon, qui pourra me prêter si j'en ai besoin. Pourquoi pas l'Arabie Saoudite, si j'en ai besoin. Pourquoi pas les États-Unis. C'est négociable. C'est une porte ouverte, mais... Ou alors vous dites, non, je travaille sans filet de sécurité, je n'ai besoin de personne, je me débrouille tout seul, et par contre, je m'arrange pour ne jamais avoir besoin de découvert. Mais c'est toujours bon que celui qui utilise votre monnaie sache que c'est une monnaie qui, de toute façon, sera toujours convertible. Il y a un autre aspect à négocier, c'est j'ai obtenu mon découvert auprès de ma certitude de découvert auprès du Japon ou des États-Unis, parce que l'Europe, ça fait un peu colonie. Maintenant, qu'est-ce que je peux accepter comme contrepartie? Le Japon peut vous dire la même chose. Moi, il me faut 50% de vos recettes. Peut-être que les États-Unis vont vous dire, bon, moi, le dollar, j'en imprime autant que je veux, c'est une monnaie internationale, j'ai pas de souci pour ça, donc domiciliez-moi 10% de vos recettes. Mais, de toute façon, vous entrerez dans une nouvelle négociation. Et il y a autre chose également. C'est le mode de gouvernance de la Banque centrale. Parce qu'il est important, je crois, dès lors qu'un pays renonce à sa souveraineté monétaire au profit d'une organisation, il est important que tous les pays concernés soient au même niveau de décision pour ce qui concerne la monnaie. Et ça, malheureusement, c'est un champ de réflexion qu'on oublie souvent parce qu'on privilégie l'aspect monnaie coloniale, alors qu'elle n'est plus monnaie coloniale. La souveraineté monétaire, elle doit exister par rapport à tout le monde. On ne peut pas faire de fixation vis-à-vis de tel pays ou de tel pays. Voilà les éléments que je voulais apporter. Donc, une fois nous être acquittés de cette dette, nous allons faire une deuxième tournée. 5 questions, une série de 5 questions. Il y a besoin pour s'en sortir, pour donner de l'espoir à la jeunesse. Car vous savez, il est quand même rare au Sénégal d'assister à l'entrée en politique d'un sexagénaire. C'est mon cas. J'ai simplement considéré, après une retraite que j'estimais méritée, parce que j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, très tôt et pendant longtemps, j'ai considéré que j'avais droit à une retraite que j'ai organisée, puis finalement je me suis dit, non, ne sois pas totalement absent, tu ne peux pas faire de la politique, mais soutiens au moins un homme politique porteur d'un programme de qualité, ce que j'ai fait, puis je me suis retrouvé Premier ministre. J'ai considéré que c'était également un autre moyen de travailler pour mon pays. J'ai accepté cette charge. Ça a duré 17 mois, j'en suis sorti. J'étais toujours pas décidé à faire de la politique. J'ai plutôt pensé que je pouvais continuer d'être utile en mettant en place un club de réflexion qui s'est appelé Club Travail et Vertu. Puis finalement, spectateur de tout ce qui se passait, disons, la prise de conscience nette que les difficultés du Sénégal viennent de sa gouvernance, viennent de la manière dont on conçoit la politique, viennent de
la façon dont nos politiciens, après s'être fait élire, parce que c'est ça leur objectif dès le départ, reviennent à leur objectif essentiel qui est celui de s'enrichir, eux et leur famille et leur clan, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'entrer en politique et de jouer ma part. Pas pour être président de la République, pas pour être député, pas pour éveiller les consciences sur le fait que l'alternance au Sénégal ne suffisait plus. Il fallait plus, Cicéron l'a dit, il faut de la vraie rupture. Il faut une rupture, non pas sur venue du changement d'homme ou du changement de femme, mais une rupture venue de la manière de faire la politique. La politique, ça doit être un sacerdoce au service de l'intérêt général, au service de sa patrie. Moi, j'y crois, la patrie avant le parti. Et j'y croyais. Et on m'a embrigadé avec ça. Mais au final, qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre? La famille avant le parti, avant la patrie. Ouais. Non. Il faut qu'on sorte de ça au Sénégal si on veut s'en sortir demain. Et le demain, c'est quoi? C'est cette jeunesse que vous avez citée. Moi, personnellement, je considère que les sacrifices, parce que véritablement, ce sont des sacrifices. J'ai renoncé à mon repos de retraite, j'ai renoncé à des moyens dont j'aurais pu jouir pour les mettre dans la politique. J'en prive peut-être également d'ailleurs mes enfants, pour lesquels je les ai constitués. Je renonce à tout ça. Pourquoi? Pour l'avenir de mon pays, parce que je pense que je dois apporter une contribution. Et l'avenir du pays, c'est quoi? C'est cette jeunesse que vous avez citée. Donc moi, je fais de la politique pour le futur du Sénégal, pour la jeunesse du Sénégal. Et je ferai ma part en contribuant à cet éveil de conscience indispensable, mais sans jamais me fixer comme objectif absolu d'être dans telle ou telle responsabilité. Ce n'est pas ce qui m'anime. L'union sacrée, oui, mais l'union a forcément des limites. Vous savez, nous ne sommes pas tous porteurs de même programme. Il est donc important déjà de pouvoir s'entendre sur un programme minimum. Je puis vous révéler que ce travail a été commencé depuis le début de l'année. Qu'un programme minimum a été élaboré par, je ne vais pas les citer puisque c'est quand même c'est un aspect un peu confidentiel pour l'instant, par des personnes qui pensent la politique de la même manière. Et pourquoi? Parce que justement, et je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas pour des coalitions à construire, pour des rassemblements à mettre en œuvre, avec pour seul souci, il faut gagner, et après se partager le pouvoir. Mais on a vécu ça. Qu'est-ce que ça a donné? Donc il faut s'entendre sur une démarche programmatique mettant en avant les intérêts du Sénégal. Ce programme minimum, il a été conçu, il existe. Il n'exclut pas, et il ne doit pas exclure, pour des raisons d'efficacité, et je vais y revenir, le principe de candidature plurielle. Parce que statistiquement, on parle encore de statistiques, même si on est en politique, statistiquement, il est prévu que le report des voix n'est jamais parfait. Ceux qui votent pour Sonko votent pour Sonko, ceux qui votent pour Abdoul Mbaye votent pour Abdoul Mbaye. Le jour où Abdoul Mbaye dit « je ne pars plus voter pour Sonko », il y en a qui vont dire « non, moi je suis prêt à voter pour Abdoul Mbaye, mais pas pour Sonko ». Donc un report de voix, il n'est jamais parfait. Or, qu'est-ce qu'on cherche pour un premier tour? On cherche à engranger le maximum de voix contre Macky Sall. Et statistiquement, il faut de la candidature plurielle. Donc il ne faut pas se mettre comme ça à appeler à l'unité de l'opposition. Non, ça n'est pas de l'efficacité. Il ne faut pas évidemment qu'il y ait 30 candidats, sinon ça perd du sens. Mais il faut des pôles de candidature forts, il faut de la candidature plurielle pour pouvoir amener un second tour. Et par contre, ce qu'il faut, c'est éviter la dispersion de voix après le premier tour. Comment? Nous avons considéré que cela doit venir, non pas d'entente de dernière minute, Dougalma comme ça, man manek que Premier ministre de l'Intérieur, Dougalma manek que Premier ministre, etc., etc. On a vécu ça. Non. On s'entend avant
et on jure que nous allons mettre en œuvre ce sur quoi on s'est entendu. On s'entend avant sur un programme minimum. Et je vais même plus loin. On s'entend sur le programme minimum et aucune obligation ne pèse sur le candidat du deuxième tour consistant à lui imposer le choix d'autres membres de la coalition dans son dispositif gouvernemental. Parce que l'intérêt, c'est le Sénégal. On s'engage sur le programme minimum et on le met en œuvre. La personne qui sera passée au deuxième tour reste libre dans le choix des compétences qui devront l'accompagner pour la mise en œuvre de ce programme. Bon, Ibrahima Darmé a ramené mon exposé au changement d'année de base. C'est un peu réducteur, parce que je ne l'ai pas contesté. Je suis économètre, je ne conteste pas le principe de la réévaluation, le principe du changement de l'année de base. C'est une pratique courante. Et je l'ai dit. Ce que j'ajoute, par contre, c'est que fort opportunément, je crois que je reprends ma citation, ça arrive une année avant l'année électorale et ça arrive également de manière très importante, 29,4%. Donc c'est quand même significatif et ça va permettre de présenter des statistiques réévaluées. Je ne les ai pas rangées. Vous avez vu, j'ai fait la distinction entre les statistiques cachées, les statistiques fausses, les statistiques réévaluées. C'est réévalué, c'est sans doute juste, hein, c'est juste, mais ça vient fort opportunément. Vous avez cité la France, avant il y a eu le Maroc, avant il y a eu la Côte d'Ivoire, avant il y a eu le Nigeria, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est comme ça, c'est après une réévaluation que le Nigeria est devenu la première puissance économique africaine, parce qu'eux, ils n'y étaient pas allés avec le dos de la cuillère, ils avaient ajouté 89,9% de réévaluation. Donc, le principe, il est économique, il est statistique, aucun problème, mais soulignons quand même qu'il arrive à un moment très opportun, dans un volume important, qui va permettre de la récupération politique. Je ne vais pas au-delà de ça. Ça vous rassure? Bien. Donc il n'y a pas de soupçon sur le quantitatif. Il y a quand même un constat, c'est que ça arrive au bon moment dans la perspective de l'élection 2019. C'est les comptes nationaux. Les comptes nationaux, ce sont des agrégats. Des agrégats, donc ça veut dire que vous avez une activité individuelle. Des entreprises ont des activités par structure. Les comptes nationaux essaient de rassembler tout ça et de ramener ça à un niveau macroéconomique. Ce sont le produit intérieur brut, le revenu national, les exportations, etc., etc. Donc, c'est ce qui permet, quand on apprécie une économie de manière globale, on ne va pas l'apprécier à travers l'activité du taximan, on va l'apprécier à travers l'activité du taximan à l'intérieur du secteur tertiaire, lui-même à l'intérieur d'un agrégat plus important qui est le produit intérieur brut, etc., etc. Donc c'est ça le compte national. Alors, vous avez mis le doigt, parce qu'encore une fois, on ne peut pas aborder toutes les questions en un exposé de moins de 30 minutes, vous avez mis l'accent sur un point important qui est l'hypercentralisation de l'économie sénégalaise. Et d'ailleurs, le PSE insiste au niveau de son deuxième axe sur une croissance répartie. Et c'est pourquoi nous, dans notre projet, nous donnons beaucoup d'importance à la décentralisation. Et c'est pourquoi, dans notre projet, lorsque nous retenons des modèles de grands travaux à lancer, nous proposons également la construction d'une nouvelle capitale. Il n'est pas normal que
80% de l'activité économique industrielle, par exemple, du Sénégal, se concentre au niveau de la presqu'île. C'est pas normal, ça. C'est déjà invivable, vous l'avez souligné. Il faut donc de la décentralisation, de la décentralisation pour produire de l'efficacité économique, mais de la décentralisation également pour mieux répartir les fruits de la croissance. Parce qu'en ouvrant le chantier d'une nouvelle capitale dans une zone déshéritée, par exemple, on ne précise pas le lieu, mais on a des indications qui ont été données, on va favoriser le travail dans cette zone et même l'afflux de travailleurs vers ce gros chantier. D'une manière générale, tous les transports doivent être développés au niveau du Sénégal, parce qu'ils sont essentiels à l'économie et ils sont un frein à son efficacité. L'écoulement des produits au Sénégal pose de gros problèmes. Et vous avez non seulement la voie maritime qui peut être utilisée, vous avez pour du transport de travailleurs, c'est vrai, mais également pour du transport de marchandises. Vous avez le transport fluvial également qui peut être utilisé, par exemple celui qui permettrait de décharger les routes vers Kaolack et de réutiliser le Saloum. Il faut savoir qu'en 1953, je m'en souviens parce que c'est mon année de naissance, il y avait plus de 300 navires qui accostaient au port de Kaolack. Plus de 300. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre que ça représente. Vous avez aussi surtout, et ça permet par contre de mettre en opposition deux stratégies différentes entre le grand projet et les grands travaux, vous avez le développement du rail qu'il faut commencer par réhabiliter et ensuite développer avec le projet de pouvoir relier entre elles toutes les grandes capitales régionales du Sénégal. Mais on a fait quel choix? On a fait le choix de moins de 60 km de TER à 1000 milliards de francs CFA et on laisse le chemin de fer mourir. Mais dans quel pays au monde, dans quel pays ayant vécu une émergence, vous avez vu l'abandon du chemin de fer? Ça n'existe pas. Mais commençons par ça. Commençons par réhabiliter notre chemin de fer et mieux par développer de nouvelles voies. Bon, Ibra Pouy, je lui ai déjà répondu en partie concernant l'union des candidats. Alors, il me demande de renoncer à ma candidature. Je ne sais pas si je dois y répondre dès lors qu'il ne me dit pas au profit de qui. Il faut qu'il me précise, qu'il me laisse au moins le choix de celui qui doit bénéficier de mon soutien, et comme ça, je pourrais lui dire oui ou non. Ah bon? En fait, vous savez, en politique, chacun considère qu'il est porteur de vérité. C'est mon cas. Politique autrement, et puis patati patata, un programme, etc. Chacun considère également qu'il est le meilleur au monde, hein, très souvent. Donc il y a un temps pour constater ses limites. Ce temps, il va venir très vite, en raison de l'obstacle, du dernier obstacle, parce qu'il en a mis toute une série, du dernier obstacle mis en place par Macky Sall. C'est celui du parrainage. 60 000 signatures, c'est énorme. C'est énorme. Les collecter, c'est extrêmement difficile. C'est de la logistique. Pour vous donner un exemple, nous, on a dû d'abord organiser de la formation, comment remplir, concevoir des outils, répartir les feuilles, les suivre pour leur retour, parce qu'ils doivent également faire l'objet d'une saisie électronique, etc., etc. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et c'est encore plus difficile parce que Macky Sall ne se contente pas de chercher 60 000 signatures, il veut assécher le marché. Il est en train de chercher 1 million de signatures. Pourquoi? Parce que c'est un système de parrainage difficile, certes, mais on ne peut parrainer qu'une fois. Donc celui qui a parrainé une fois ne peut plus parrainer quelqu'un d'autre. Ça restreint le marché du nombre de parrains disponibles. Donc c'est difficile. Et à mon avis, début novembre, chacun saura à quoi s'en tenir.
Et à ce moment-là, les recompositions vont se faire. S'il doit y avoir encore candidature plurielle, je le souhaite, mais malheureusement, le Sénégalais ne s'organise pas pour ça. Le parrain n'est pas dans une attitude citoyenne visant à aller donner son parrainage. Il attend d'être démarché. Or, comme Macky Sall a mis en place un système d'achat de feuilles, de parrainage, maintenant, quand vous allez vers quelqu'un lui demander le parrainage, vous avez beau expliquer Abdoul Mbaye et ceci et cela, Sonko, il est bien, écoutez-les, ils vous disent, mais man, lan laa ci am. Parce que l'autre, il donne 10 000 francs sur une feuille. Extrêmement difficile. Absence c'est un parrainage citoyen, mais absence de démarche citoyenne suffisamment forte pour aller vers le candidat que l'on veut parrainer et le parrainer. L'hécatombe sera importante. Quelques-uns pourraient s'en sortir. Il est même possible qu'il soit seul candidat. C'est possible. Il ne faut pas fermer la porte à cette éventualité. C'est à ce moment-là que les Sénégalais prendront conscience des conséquences de leur mobilisation insuffisante quand on demandait à refuser la loi sur le parrainage. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en œuvre. Très difficile. Alors, Aboubakry Tall, comment mettre fin à la manipulation? Bon, d'abord, et ça ne concerne pas seulement les statistiques, ça concerne toute l'administration sénégalaise. Mais vraiment. Et d'ailleurs, nous avons des propositions, non seulement dans le programme de l'acte, mais dans le programme minimum auquel je faisais allusion tout à l'heure. Que l'on retienne, pour les postes de direction de l'administration, également des entreprises ou des structures du secteur public, que l'on cesse de retenir le critère politique pour le choix de leurs responsables et que l'on retienne des critères de compétence. Qu'on fasse appel à des appels de candidature, qu'on laisse au président de la République, certes, le soin de nommer, mais qu'on l'enferme quand même dans une procédure où il aura, après sélection de candidatures spontanées, 3 ou 4 dossiers sur lesquels il pourra choisir. À ce moment-là, vous aurez une garantie parce que ce sont des agents assermentés. Je crois que même chaque année, non seulement en entrée en fonction, mais chaque année, ils doivent jurer de ne faire que la vérité. Mais quand vous avez comme chef un warwaret, qu'est-ce que ça représente le serment? C'est ça le problème. Et quand ils vous donnent des instructions, vous les exécutez. Mais c'est une aberration que de construire des comptes nationaux sur la base d'une production arachidière de 1 400 000 tonnes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est incroyable. Impossible. Alors, vous avez raison, moi je ne suis pas du tout dans la politique politicienne, mais pas du tout. Quels que soient d'ailleurs les dégâts que ça peut créer par ailleurs, parce que je vous dis la vérité, dormali, machin, tabaski, c'est clair. Nous tout il ma am, mangi financer formation d'hygiénie. Là, au moins, j'ai le sentiment d'être dans une action citoyenne. Point barre. Donc, souvent, on me dit, mes compagnons, là, me disent, mais non, président, c'est pas... Je le désigne d'ailleurs, lui, il en fait partie. Non, politique d'Ouni. Non. Moi, je suis comme je suis. Je vais partir, Inch'Allah, comme je suis. Françoise Hélène, pour rien au monde, je ne souhaiterais que le vieux juge Kebambaye, paix à son âme, se retourne dans sa tombe. Moi, je fais ce que j'ai à faire, je donne ma peine, je donne de mes moyens, mais on ne change pas ma peau. Ça me dérange, je crois que j'ai répondu également à ta préoccupation concernant les alliances entre hommes politiques. Alors, vous avez au moins deux fronts d'alliance. Il y a peut-être même 3. Il y a un front qui doit réunir tout le monde. Partis politiques, mouvements citoyens, individus,
lorsqu'il s'agit de défendre des acquis de citoyenneté, lorsqu'il s'agit de protéger la République. Vous avez peut-être un autre front qui peut, lui, rester au niveau des politiques, mais de quelque bord qu'il soit, consistant à obtenir des élections libres et transparentes. Mais le retrait des cartes, c'est pourquoi je salue l'action de FDM, là, le vendredi dernier, le retrait des cartes, ça concerne tout le monde. Mais tout citoyen doit être dans le combat de « mais rendez disponibles nos cartes ». Même si je l'ai moi, je me bats pour que l'autre l'ait. On a vécu pendant les élections législatives, c'est un autre chapitre, hein, mais c'est quand même, ça m'a heurté. On a eu des régions de France où nos partisans, nos compagnons n'ont pas pu voter. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas admis dans les cars qui transportaient vers le lieu de vote. Mais quand on est vrai citoyen, on exige, parce qu'à l'époque c'était des cars mis à la disposition de tous les citoyens sénégalais, Macky Sall a innové, c'est seulement réservé aux APR, mais à la limite, les APR dans le bus devaient dire, mais non, ce sont des citoyens sénégalais qui entrent comme nous et qui aillent voter. Il y a un front, peut-être plus politique par contre, il faut des élections libres et transparentes. Mais on se bat tous. Et moi, si jamais je suis certain que nous avons organisé des élections libres et transparentes, Macky Sall le gagne, je le félicite, parce qu'elles sont libres et transparentes. Mais changer les règles du jeu, mettre en place tout un système de fraude, etc., là non. Et il y a enfin un cercle plus restreint, où par contre là, on ne peut retrouver que des personnes qui s'entendent sur la base d'un programme à mettre en œuvre. Et ça, ce qui précède évidemment, c'est une conception identique de la politique. Je vous remercie. Une troisième tournée, si vous le voulez bien. Toujours le même mot d'ordre, 2 minutes par intervenant. Puisqu'on le réforme en profondeur. Et on va vers une monnaie dont on peut définir, dont on peut changer le nom. Voilà le projet. Mais dire « j'abandonne le franc CFA », qu'est-ce qu'on abandonne dans le franc CFA? Alors je pose des questions différemment. Est-ce qu'il vaut mieux une monnaie strictement sénégalaise ou une monnaie pour 8 pays africains? Ou peut-être une monnaie pour 20 pays africains? Ou une monnaie pour la CEDEAO? Bon, je ne veux pas que ce soit un débat trop technique. Mais on va au moins laisser... Tout le monde dit on veut une monnaie africaine. Mais on va rester au sein de l'UMOA. Nous avons été exemple mondial de l'union monétaire la plus achevée au monde. On a été imité par l'euro, par l'Europe. Je ne vois pas pourquoi on devrait tout d'un coup dire non, on laisse tomber. Donc au moins, conservons le caractère africain de notre monnaie. Et soyons plusieurs, parce que ça vaut mieux. Plusieurs économies résistent mieux à des chocs externes plutôt qu'une seule. Deuxièmement, faut-il une monnaie convertible ou pas? Personnellement, l'ancien banquier dit, parce qu'il a été régulièrement en rapport avec des opérateurs économiques et des investisseurs, il vaut mieux une monnaie convertible. On reconstruit, on refait notre nouvelle monnaie. Donc, on fait le choix d'une monnaie convertible. Une fois qu'on a fait le choix de la monnaie convertible, sachant qu'il est possible de ne jamais avoir besoin de concours extérieurs pour assurer cette convertibilité, c'est une possibilité. Mais en bon banquier, vous êtes obligé d'apprécier des risques. Les risques, ça existe partout. Les filets de sécurité, ça existe partout. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on se protège contre une indisponibilité possible de devises pour continuer à assurer la convertibilité? Moi, je préfère qu'on ait un filet de sécurité pour que cette convertibilité, dans l'esprit de ceux qui utilisent la future monnaie que nous sommes en train de construire ensemble aujourd'hui, se disent, mais de toute façon, ça reste une monnaie convertible, je suis sécurisé dans
mes opérations, dans mes transactions commerciales et économiques. Une fois qu'on a retenu de recourir à un filet de sécurité, on va le chercher. Je ne suis pas braqué, je ne suis pas fixé sur la France, non. Ça peut être autre chose. Bon, je sais que le FMI va dire non, la Banque mondiale va dire non, le multilatéralisme n'est pas ouvert à ce genre de concours, mais on peut aller vers d'autres pays plutôt que vers la France. Et une fois mais on décide ensemble, parce que nous sommes plusieurs pays africains. Une fois qu'on a décidé ensemble, qu'on s'est entendu sur la facilité qui va nous permettre de disposer de devises si on n'en a plus, quelle contrepartie on va accepter de céder? À mon avis, ça va être une domiciliation de ressources, de devises. Voilà. Donc il ne faut pas dire c'est colonial, on jette. Non, on reconstruit quelque chose, mais on reconstruit quelque chose qui s'inspire beaucoup de ce qui existe. Mais en se libérant de ce qui apparaît comme des contraintes. Et on change la dénomination. Mais vraiment dire c'est colonial, je m'en vais, non. Pas... On parle de choses sérieuses, hein. On parle de monnaie. Tout le monde est d'accord pour dire que la monnaie rigide est un frein à un développement économique. Mais la monnaie qui va, qui vient, qui plonge, qui s'en ressort non plus, ça, elle n'a jamais fabriqué une économie en développement au profit des populations. Alors, Benjeloun, bon, je suis d'accord, hein, le futur candidat ou le bon candidat, il doit être compétent, tu l'as dit, il doit également pouvoir faire apprécier son passé. Encore une fois, est-il un homme de parole? A-t-il l'habitude du wah-wahet ou pas? Ça, c'est important. Pour le reste, tu me permettras pour une fois de faire de la politique politicienne, de ne porter aucune critique sur aucun candidat, parce que les domaines d'union que vous appelez de vos voeux ont également besoin de cette absence de critique. C'est important. yow de dafa mel ni da nga jot a lire sax suñu programme bëggoon rek mu am lu ma ci dolli. D'abord concernant la Casamance. Je parle en français puisque nous avons des personnes qui parlent français. Non? Et qui surtout parlent pas wolof. Nous avons considéré au niveau de notre parti qu'il était important de repenser la décentralisation. Il faut qu'elle soit effective. L'acte 3 n'a rien changé. L'acte 3 a créé des postes politiques, des postes avec rémunération. Mais dans les faits, les terroirs sont oubliés du développement économique, les dotations budgétaires sont restées insignifiantes, il y a partout des collectivités, des communes invivables, le programme, les projets de développement ne sont pas organisés, ne sont pas planifiés. Il faut sortir de l'État jacobin, il faut mettre en œuvre une vraie politique de décentralisation. Il faut la mettre en œuvre, on a des options que nous avons déjà retenues, notamment au niveau mode d'élection des conseillers, mais surtout des maires, des présidents de départements, etc. Délocalisation, abandon du Conseil économique et social national, du HCCT national pour mettre en place des conseils économiques et sociaux par territoire, on en a défini 6. Mais il faut un laboratoire pour parvenir à la meilleure forme de décentralisation. Et ce laboratoire-là, nous choisissons de lui donner comme lieu la Casamance. Attention, c'est en Casamance que nous allons réfléchir et définir la forme de la meilleure décentralisation pour le Sénégal. Forme de décentralisation pour le Sénégal. Mais on veillera à retenir une solution applicable sur tous les autres territoires. Il n'y aura pas de spécificité. Mais le modèle naîtra de la Casamance et on l'étendra aux autres régions.
par conviction morale, je considère que le développement, il doit être le plus large possible, il doit profiter à toutes les couches sociales et en particulier aux couches sociales les plus développées, les plus défavorisées. Par conviction économique, je considère que la croissance doit être organisée là où il y a le plus de monde pour pouvoir avoir un effet démultiplicateur. Notre économie est faite de petites structures, petites entreprises, très petites d'ailleurs, TPE, PME, artisans. C'est à ce niveau-là qu'il faut créer de la croissance et toute notre stratégie de développement économique est basée sur cela. Aider les entreprises familiales dans l'agriculture, les exploitations familiales, favoriser, même lorsque c'est possible, les relations entre petites exploitations familiales et exploitations plus importantes. On a des modèles qui ont donné de très très bons résultats, comme par exemple le coton dans le Sénégal du Sud-Est, comme la tomate plus haut, etc., etc. Développer l'artisanat, lui donner les moyens de passer de l'artisanat, parce que c'est l'artisanat qui est le premier employeur du Sénégal, développer l'artisanat pour le faire évoluer vers de la semi-manufacture puis de la manufacture. Il n'y a pas d'autre voie pour créer de l'émergence et c'est celle qui a été empruntée par les pays d'Asie qui sont passés des champions en la matière en termes de performance économique. Et à ce moment-là, vous faites évoluer le petit vers le moyen, vers le grand. Nous avons des propositions spécifiques en direction des handicapés. Dieu fait que la semaine dernière, j'ai tenu une séance de travail avec la Fédération sénégalaise des associations de handicapés moteurs du Sénégal. Nous attendons leurs propositions pour compléter les nôtres et les intégrer à ce que nous avons déjà mis en place. Nous avons également décidé, dans le cadre d'une reconstruction de notre économie et d'une reconstruction également des valeurs qui doivent porter le nouveau projet économique du Sénégal, projet économique et social, nous avons retenu de compter sur la jeunesse et les femmes. Et ça, vous pouvez comprendre pourquoi en disant notre programme, je ne peux pas trop développer. Et je poursuis d'ailleurs en répondant je crois que il y avait une autre question. Oui, je poursuis en répondant à Jules Sène. En fait, il est important non seulement de penser pour les Sénégalais, mais de penser sénégalais. Et vous savez, Sissoko a lu le livre, j'espère qu'il n'est pas le seul, il a dû relever que jamais un gouvernement au Sénégal n'a tenu autant de conseils interministériels. Pourquoi ? Simplement parce que sous ma direction. Simplement parce que j'ai toujours considéré qu'on n'était pas porteur, parce qu'on a fait des grandes écoles ou quelques études ou qu'on a un peu d'expérience, d'aider de solutions miracles. C'est ceux qui vivent les problèmes, qui sont capables de vous dire d'abord ce qu'ils vivent dans le détail et ce à quoi il faut trouver des solutions. Et souvent, ils sont également capables de vous donner la solution. C'est pourquoi quand on tenait un conseil interministériel sur l'élevage, par exemple, dans la salle, en présence des ministres, sous ma direction, il y avait plus d'éleveurs que de fonctionnaires de l'État, et ainsi de suite. Quand on consacrait un conseil interministériel aux semences certifiées, il y avait plus d'agriculteurs déjà impliqués dans cette production que de responsables des fonctionnaires. Et souvent d'ailleurs, ils remettaient en cause les déclarations ou les certitudes ou les propositions venant des hauts fonctionnaires. Il faut rester dans cette dynamique. Il faut un développement pensé par le peuple du Sénégal. Et c'est possible. À chaque fois, c'est comme ça qu'on va agir. Tout notre programme a été bâti sur la base de contributions citoyennes.
On est allé rencontrer les menuisiers pour apprécier leurs difficultés qui peuvent permettre de faire évoluer l'artisanat de menuiserie au Sénégal vers une semi-manufacture. On est allé rencontrer les bijoutiers, métier que les Sénégalais maîtrisent à merveille puisqu'on les retrouve à Téhéran, ils exportent partout leur savoir-faire. On est allé les retrouver pour identifier leurs problèmes et faire des propositions permettant le développement de cet artisanat et visant à transformer un marché de l'or, un des marchés de l'or, parce qu'on a un projet de plusieurs marchés de l'or, un des marchés de l'or de Dakar, comme un marché pour une clientèle mondiale, etc., etc. Donc on est totalement dans cette démarche visant à associer les citoyens concernés à la définition des politiques publiques. Alors Babacar a raison, hein, pour l'essentiel c'est de la complémentarité par rapport à l'exposé qui a été fait. Il faudra être vigilant sur les conséquences du gaz et du pétrole sur l'environnement. Et là également, je me permets de le renvoyer à notre programme. On ne peut plus compter sur les emplois créés, en particulier dans la fonction publique, pour développer l'emploi au Sénégal. C'est pas possible. Nos étudiants, et je le leur dis d'ailleurs dans le programme, ils doivent cesser de considérer que lorsqu'ils ont terminé leurs études, on doit leur offrir un emploi. Non, j'ai terminé mes études. D'abord, je fais mon service civique national. Ensuite, j'ai été pris en charge par l'État pendant de nombreuses années. Je dois quelque chose à la nation. Je suis parmi les privilégiés qui sont capables de créer une entreprise et de créer des emplois. C'est cette démarche-là qu'il faut mettre dans la tête de nos jeunes. Avec en su, évidemment, et en amont, la mise en place d'un dispositif approprié. On va même dans notre programme jusqu'à dire, mais l'impôt minimum fiscal, comment peut-il aider la création de l'entreprise? 500 000 francs chaque année minimum, alors que vous avez un capital parfois qui peut être de 100 000 francs. Mais c'est là. Donc, la question de la fiscalité est importante. L'encadrement des jeunes pousses d'entreprise est important, etc., etc. Donc, toutes mesures qui sont la recherche et développement, notamment en rapport avec le numérique, toutes ces questions-là sont abordées dans le programme. Bon, peut-être qu'il faudra une séance spéciale, mais cette fois de plusieurs heures, de plusieurs longues heures, pour vous présenter le programme de l'AC. Mais aujourd'hui, on m'avait chargé de vous parler de la situation économique du Sénégal, des enjeux et de ses perspectives. Il y a eu forcément un dérapage sur la politique, puisqu'encore une fois, l'économie, c'est le résultat de politique économique. La politique économique, c'est une question de gouvernance. La gouvernance, eh bien, elle relève de choix politiques. Donc on était obligé, j'en suis désolé, de parler de politique. Et parfois, vous m'y avez plongé sans que je ne le souhaite vraiment. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de vos contributions, parce que souvent, vos interventions ont correspondu à des contributions. Merci. Écoutez, les amis, j'ai ouï dire qu'il y a 3 personnes qui souhaiteraient intervenir, mais malheureusement, nous n'avons pas été... Imassaf, moi au Sénégal. Je mets devant ma patrie. Et tout à l'heure, en répondant à Benjeloun, je disais, mais il faut s'intéresser au passé des candidats. Mais intéressez-vous au passé du banquier Abdoul Mbaye. Il n'a eu de cesse, au cours de sa carrière, de chercher à assurer la promotion des hommes d'affaires sénégalais. Je reste dans cette dynamique. Une économie nationale doit être portée par des nationaux. Et j'ai d'ailleurs dit que nous allions renoncer au choix grands projets que nous vivons aujourd'hui au profit des grands travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Je vous donne un exemple.
sais pas si vous connaissez ou vous avez déjà vu une salle de classe abri provisoire. C'est une misère terrible. C'est du sable avec on appelle ça saquettes chez nous. Le vent souffle, les enfants ramassent la poussière, c'est quelque chose de terrible. Et à l'époque, Premier ministre, on avait organisé le recensement de tous les abris provisoires au Sénégal pour les transformer en classes en dur. Ça représentait 73 milliards de francs CFA à l'époque, 2013. Mais plutôt qu'un beau grand projet, comme un palais présidentiel de 100 milliards à Diamniadio, qui fait travailler un architecte étranger, qui va faire venir des spécialistes du marbre et d'autres matériaux complexes de l'étranger, nous aurions choisi, nous allons choisir la réfection, la construction de salles en dur pour remplacer des abris provisoires, parce qu'il s'agit de marchés accessibles à des petites entreprises sénégalaises. Voilà le genre d'arbitrage dans lequel nous serons en permanence. Toujours dans cette logique que j'ai décrite tout à l'heure, allons vers l'artisanat, allons vers la petite taille, parce que notre économie est prédominée par la petite taille. Évitons l'éviction du secteur privé national. Vous ne pouvez pas, ça n'existe nulle part ça. Vous ne pouvez pas avoir un vrai développement économique qui se passe de la force de travail et des entreprises nationales, qui ne génère pas un processus d'accumulation de capital national, mais une accumulation de capital saine. Non, par le travail. Donc ça, et dans mon discours du Congrès, j'ai évoqué le Sénégalais d'abord. C'est à la mode, hein, America First. Mais pourquoi on va se taire, nous? Le Sénégal et les Sénégalais d'abord. Et à chaque fois, au niveau de la commande publique, il y aura un bureau d'examen de ces commandes qui devra à tout moment identifier dans les commandes à passer par l'État tout ce qui pourra être assuré par de la compétence locale, par de l'expertise locale, par de la fabrication locale. C'est comme ça qu'on crée, qu'on renforce la valeur ajoutée locale et le PIB d'un pays. Il n'y a pas mille voies. Or, on a l'ambition, si jamais on passe, de réussir le développement économique du Sénégal, on empruntera cette voie. On ne va pas se permettre de travailler pour l'étranger. Alors, rendre compte au peuple, ce n'est pas seulement le gouvernement, sous la présidence, sous la direction du Premier ministre qui devra rendre compte. Nous, on prévoit que même les gouvernements locaux rendent compte, que le contrôle citoyen soit organisé au niveau de l'adoption des budgets et au niveau de leur contrôle. C'est dans ce cadre que l'on décentralise le Conseil économique et social. Même dans la conception des politiques de développement territorial, il faudra que des compétences, notamment des compétences de la diaspora, puissent trouver leur place et qu'on réduise un peu le rôle du politicien professionnel qui, malheureusement, a pris l'habitude d'occuper trop de place. L'Assemblée nationale, par contre, doit redevenir un lieu de contrôle de l'activité gouvernementale. Mais pour ce faire, il faut aussi qu'on sorte de son schéma actuel. Il faut que le député prenne conscience qu'il est là pour le peuple. Et ça doit venir également de la modification du système par lequel il est élu. Nous allons aller vers la définition de circonscription et une circonscription, un député élu au suffrage universel. Mais quand vous devez votre élection à un parti et seulement à un parti, vous êtes aux ordres du chef de ce parti et vous ne contrôlez rien. Vous laissez faire, mieux, vous êtes même parfois artisan de la destruction de l'État. Donc,
le gouvernement rendra compte devant l'Assemblée nationale. Le contrôle citoyen sera organisé au niveau décentralisé, mais cela suppose également, pour le contrôle du gouvernement, que l'on réussisse à bâtir un nouveau type d'Assemblée nationale. Nous sommes même allés plus loin. Nous proposons, le président de la République va rester libre dans le choix de son Premier ministre. Mais il y a des postes ministériels sensibles, comme l'intérieur, les finances, l'agriculture, les forces armées, où on exigera un passage devant une commission de l'Assemblée nationale pour appréciation de la compétence. Il y en a marre de voir à la tête de départements importants des béni-oui-oui ou des gens qui n'ont aucune compétence. On revient au problème de compétences. On s'en échappera par un... Cher Tidiane, merci de ta présence. Je l'avais déjà salué tout à l'heure. De nouveau, bravo pour ce que vous faites. Le Sénégal en a besoin. C'est vrai, FDM pour le départ de Macky Sall, mais vraiment, travaillons pour le départ de tous les politiciens professionnels et nous aurons sauvé le Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour avoir accepté de sacrifier votre dimanche après-midi en vous joignant à nous pour cet exercice ô combien difficile d'interaction avec les Sénégalais. Nous sommes une société plurielle, diverse, traversée par toutes les sensibilités intellectuelles, religieuses et j'en passe. Donc, créer un cadre pareil et tenir en haleine le public avec intérêt, ce n'est pas rien. Il y en aura d'autres, comme je l'ai dit, mais en mon nom et au nom de Bol d'Or, recevez l'expression de notre gratitude et nous vous souhaitons bon vent par rapport à vos projets personnels et politiques. Et n'hésitez pas, à chaque fois, nous vous accueillerons à bras ouverts pour échanger des thématiques. Maintenant, vos amis, je sais que vous n'avez pas voulu cette soirée, cet après-midi politique. Je ne l'avais pas voulu non plus, mais je vais m'y plier. Vos amis de Actes ont un message à l'adresse de la salle. Donc, si vous avez choisi votre porte-parole pour transmettre le message que vous souhaiteriez partager avec le public, et sur ces faits... Merci d'être venu. Merci à l'association Bol d'Or d'avoir initié en partenariat avec les compagnons de l'Acte Paris-Île-France pour pouvoir inviter Monsieur Abdoul Mbaye ici à Paris. Et on vous remercie vivement de vous être déplacé un dimanche. On sait que le dimanche est sacré. Merci encore une fois. Et restons soudés pour que les choses changent au Sénégal. Surtout, pensons à la jeunesse que nous sommes. La jeunesse, c'est important. Le Sénégal est important pour nous. On a tous envie de retourner au pays. Mais il faudrait que les choses changent. Merci encore une fois. Avant, c'est bien. Non, c'est bien.